L'entraînement en contexte réaliste est la clé du succès des forces armées. Et c'est au camp Gagetown que se vit cette réalité. Au début des années 50, le ministère de la Défense nationale a réalisé une étude visant à déterminer l'endroit idéal pour construire une importante base d'entraînement militaire dans l'est du Canada. En 1952, il a choisi la base des forces canadiennes Gagetown, près de la petite ville d'Oromocto, et c'est en juillet 1958 que la base a officiellement ouvert ses portes. Aujourd'hui, le camp Gagetown, d'une superficie supérieure à 1100 km², est une des bases d'entraînement les plus imposantes et les plus perfectionnées de tout le Commonwealth. Le camp Gagetown est un bien précieux qu'il faut veiller à conserver en bon état pour perpétuer son rôle d'entraînement. Compte tenu des dimensions et de l'emplacement du camp Gagetown, nos activités ont des impacts sur la région, notamment sur la santé et la sécurité des localités avoisinantes. À la base même, la dégradation environnementale peut compromettre sa vocation éducative, en plus de menacer la sécurité et la santé. Elle pourrait aussi détruire la végétation, les habitants et les animaux et hausser les frais d'entretien. L'entraînement en contexte réaliste est la clé du succès des forces armées. Et c'est au camp Gagetown que se vit cette réalité. Au début des années 50, le ministère de la Défense nationale a réalisé une étude visant à déterminer l'endroit idéal pour construire une importante base d'entraînement militaire dans l'est du Canada. En 1952, il a choisi la base des forces canadiennes Gagetown, près de la petite ville d'Oromocto, et c'est en juillet 1958 que la base a officiellement ouvert ses portes. Aujourd'hui, le camp Gagetown, d'une superficie supérieure à 1100 km², est une des bases d'entraînement les plus imposantes et les plus perfectionnées de tout le Commonwealth. Le camp Gagetown est un bien précieux qu'il faut veiller à conserver en bon état pour perpétuer son rôle d'entraînement. Compte tenu des dimensions et de l'emplacement du camp Gagetown, nos activités ont des impacts sur la région, notamment sur la santé et la sécurité des localités avoisinantes. À la base même, la dégradation environnementale peut compromettre sa vocation éducative, en plus de menacer la sécurité et la santé. Elle pourrait aussi détruire la végétation, les habitants et les animaux et hausser les frais d'entretien. Ce sont toutes des conséquences néfastes pour la sécurité, l'entraînement et la disponibilité opérationnelle. Par contre, de saines pratiques d'aménagement du territoire peuvent optimiser l'entraînement et améliorer l'efficacité des tactiques sur le terrain. Par exemple, quand il s'agit d'exercices de dissimulation, la présence de déchets ou d'animaux agités peut révéler l'activité des troupes. Tout le personnel du camp Gagetown est assujetti aux lois fédérales et à certaines lois provinciales en matière de protection des ressources naturelles et de l'environnement. Essentiellement, la loi tient quiconque personnellement responsable de tout dommage causé à l'environnement dans le cadre de son travail. Bon nombre de nos projets et activités peuvent porter atteinte à l'environnement. C'est pourquoi leur processus de planification doit comporter une étude d'impact environnemental, EIE. Une EIE englobe l'étude des incidences associées au projet ou à l'activité, c'est-à-dire les répercussions potentielles sur l'environnement et les mesures à prendre pour les minimiser. Par conséquent, conformément à son mandat de protection des valeurs et intérêts canadiens, le ministère de la Défense nationale doit inclure des dispositions pour préserver la santé actuelle et future de notre environnement naturel. Le MDN, c'est-à-dire le ministère de la Défense nationale, adhère à une politique officielle de développement et d'utilisation durable des ressources naturelles. Cette politique est énoncée dans sa stratégie de développement durable, SDD 2000.
En vertu de cette stratégie, le MDN s'engage à minimiser les effets de l'activité humaine sur l'environnement, entre autres la pollution, et à préserver la santé des écosystèmes en protégeant les espèces rares et menacées, les marais et autres habitats. Il veille également à contrôler l'usage des pesticides pour ne pas nuire à l'ensemble des espèces. Le MDN s'engage solennellement à dispenser une formation pratique sécuritaire tout en respectant de saines pratiques environnementales dans les aires d'entraînement. Tous ceux et toutes celles qui travaillent ou dispensent de la formation à la base Gagetown, qu'il s'agisse de personnel civil, des forces régulières et de réserve ou de troupes de l'extérieur, doivent veiller à la protection de l'environnement. Pour mieux connaître les directives en matière de protection de l'environnement dans le CTSE, c'est-à-dire la zone des champs de tir et des secteurs d'entraînement, le personnel doit se référer à l'ordre permanent 511 du camp Gagetown ou à ceux du champ de tir. Les avantages à long terme de la durabilité des ressources sont évidents. Préserver l'environnement du camp Gagetown, c'est préserver l'efficacité de nos aires d'entraînement pour les années à venir. Le camp Gagetown est une ressource militaire précieuse, notamment pour la variété de ses aires d'entraînement pratiques. Il est doté de vastes étendues parsemées de boisés, parfaites pour les tactiques des forces blindées et de l'infanterie. On y trouve aussi des boisés denses et des zones marécageuses dont certains simulent bien la jungle. D'autre part, les collines Nérepis sont parfaites pour la simulation d'opérations en montagne. La prévention des feux de forêt est une préoccupation constante, surtout dans les aires de tir réels. Un effectif est posté dans les tours pour la détection précoce des incendies et toutes les heures, on vérifie l'indice des feux de forêt. Ceux-ci sont immédiatement signalés au poste de contrôle des champs de tir par le réseau de sécurité ou par téléphone. Pour prévenir davantage les feux de friche, on détruit chaque printemps la vieille végétation par brûlis sous haute surveillance. La zone d'entraînement de la base Gagetown compte 3 bassins hydrographiques. Dans le CTSE, les champs de tir et secteurs d'entraînement, on dénombre au moins 200 cours d'eau totalisant plus de 600 km. Cette région est importante sur le plan écologique, car elle est l'habitat et l'aire de reproduction d'une multitude d'animaux terrestres et aquatiques, dont plusieurs espèces sont très sensibles. Si les activités d'entraînement compromettent la qualité des cours d'eau, c'est l'eau potable des localités avoisinantes qui risque aussi d'être touchée. La qualité de l'eau est donc une priorité à la base. Les matières dangereuses y sont donc manipulées avec grande précaution. De plus, la marche à suivre en cas de déversement accidentel est appliquée de façon rigoureuse. Les problèmes d'eau causés par la sédimentation sont plus évidents, par exemple, quand des véhicules lourds dérangent le lit d'un cours d'eau ou ravagent le sol des rives. De tels dommages bouleversent le milieu de vie de l'omble de fontaine, communément appelé la truite de ruisseau, et du saumon de l'Atlantique qui peuple nos cours d'eau. Ils engendrent aussi la formation de ravines qui entraînent l'érosion du sol et la destruction de la végétation naturelle. Certaines zones de la base sont plus vulnérables aux dommages causés par les activités d'entraînement. Aucun véhicule ne doit traverser les terres humides et une lisière de végétation naturelle d'au moins 30 mètres doit être conservée le long des rivages des différents plans d'eau. Dans ces zones tampons, la circulation est limitée aux intersections et gués déjà construits. Le camp Gagetown compte de nombreux cimetières et leur accès est strictement interdit. Les véhicules qui circulent dans les chemins d'accès aux cimetières doivent veiller à les garder en bon état puisqu'ils sont aussi empruntés par le grand public. Il peut arriver que d'autres zones soient aussi temporairement interdites pour des raisons spécifiques, comme la reforestation ou la présence de matières dangereuses. Il est strictement défendu de circuler dans les zones interdites par des piquets Seibert. Si votre véhicule pénètre accidentellement dans une zone interdite, stoppez immédiatement. Descendez-en pour évaluer la situation, puis avisez immédiatement le poste de contrôle et repartez comme vous êtes arrivé. Dans le passé, le principal moyen de transport de l'armée était la marche, aujourd'hui remplacé par l'utilisation de véhicules modernes.
Si les dommages à l'environnement sont surtout causés par l'utilisation hors route des tout-terrains, les véhicules chenillés et véhicules lourds à roues endommagent aussi les routes, les ponceaux, les ponts et d'autres structures. Il est possible de réduire les dommages infligés aux voies et autres structures à revêtement dur. Si vous conduisez un char d'assaut, utilisez les chemins et sentiers conçus à cet effet. Dans la mesure du possible, entrez dans les chemins et sortez-en par les voies prévues à cet effet. Évitez de traverser des fossés. Respectez les limites de vitesse et de poids. Par temps sec, la vitesse excessive peut causer d'autres problèmes. Par exemple, des nuages de poussière qui diminuent la visibilité et représentent un risque d'accident et nuisent à la qualité de l'air. En conséquence de la modernisation des forces armées, l'utilisation des véhicules à roues a augmenté au détriment des véhicules chenillés. En fait, les véhicules lourds à roues peuvent causer plus de dommages que les véhicules chenillés qui compactent le sol. Les véhicules à roues ont tendance à déplacer le sol, créant des ravines où s'écoule l'eau de pluie, ce qui tend à causer l'érosion et l'envasement de cours d'eau. D'ailleurs, les ornières peuvent restreindre la conduite des véhicules et présenter un danger dans les exercices de marche. Accéder à des chemins et en sortir à des endroits inappropriés peut provoquer l'érosion du sol, la sédimentation de cours d'eau, l'écrasement de ponceaux ou la destruction de la végétation ou d'un habitat. De plus, le sol peut être gravement endommagé durant la récupération des véhicules chenillés. Pour limiter les dommages provoqués par les véhicules tout-terrain, évitez de pénétrer dans des zones interdites. Utilisez, si possible, les gués déjà construits pour traverser les ruisseaux. Évitez les ravines, fossés, sols mous, marais et zones de protection riveraines en circulant hors chemin. Évitez de faire pivoter un véhicule chenillé. Signalez au poste de contrôle toute zone endommagée pouvant représenter un danger pour l'environnement ou la sécurité, comme des ponceaux écrasés ou une ravine conduisant à un cours d'eau. Prenez conscience que la circulation des véhicules peut endommager les arbres en compactant le sol au niveau du système racinaire. Les arbres, buissons, graminées et autres végétaux qui poussent librement dans la zone d'entraînement sont importants parce qu'ils constituent l'habitat faunique et contrôlent l'érosion en plus de maintenir l'équilibre écologique. Des arbres peuvent être abattus aux fins d'exercice militaire, par exemple pour ériger des obstacles, mais seulement après avoir obtenu la permission du poste de contrôle. Le camouflage est une technique clé sur le terrain, mais nous n'encourageons pas l'utilisation d'arbres et autres végétaux à cette fin. En général, les filets de camouflage sont un meilleur choix parce que plus sains pour l'environnement et surtout plus efficaces. Pour préserver la qualité de l'eau, on recommande de laver les véhicules seulement au poste de lavage. Le plein de carburant et l'entretien doivent se faire à au moins 100 mètres des cours d'eau ou des habitats sensibles. Le pétrole, l'huile et les lubrifiants sont des substances dangereuses qui peuvent représenter un grave danger, tant pour la santé des personnes que celle de l'environnement. Le camp Gagetown a établi des procédures pour manipuler et détruire en toute sécurité les matières dangereuses. Par exemple, pour les véhicules qui seront stationnés durant plus de 24 heures et qui ont une fuite, il faut prévoir des bacs récepteurs. Quant aux véhicules stationnés pour plus d'une semaine, ils doivent être couverts pour empêcher l'eau de pluie de s'y infiltrer. Ce qui peut sembler un déversement d'huile anodin sur un terrain dénudé peut en fait représenter des risques pour l'environnement et la santé en s'infiltrant dans la terre et en polluant les eaux souterraines sur une bonne distance. C'est pourquoi il faut prendre les déversements de substances dangereuses au sérieux. Il est crucial de contenir immédiatement le déversement, de nettoyer le site et d'aviser le poste de contrôle ou la caserne de pompiers. Il faut aussi contacter la section de l'environnement pour connaître les procédures d'élimination adéquates. Dans le même ordre d'idées, les déchets de l'activité humaine doivent être éliminés adéquatement pour protéger la qualité de l'eau et la santé des personnes. Nous n'encourageons pas la méthode du trou d'aisance, mais nous le tolérons dans des circonstances particulières et pour de petites unités. Les autres unités, notamment celles déployées à la base, doivent utiliser les toilettes chimiques mises à leur disposition et ne jamais aménager de latrines de fortune.
Adressez-vous au poste de contrôle pour connaître les directives qui s'appliquent à votre situation et obtenir des autorisations. Les eaux usées produites au cours des manœuvres en campagne doivent être gérées selon l'ordre permanent 511 du camp Gagetown. La loi sur les pêches, par exemple, interdit le déversement d'eau usée dans un plan d'eau abritant des poissons ou à tout autre endroit pouvant compromettre leur habitat. En règle générale, les eaux grises, c'est-à-dire l'eau provenant de la douche, de la lessive et de la cuisine, doivent être recueillies dans des bassins anti-fuite pour être traitées avant d'être déversées dans l'environnement. Dans les bivouacs, les petits puisards sont tolérés pour un usage limité. Il est absolument interdit en toutes circonstances d'enterrer ou de laisser traîner des déchets secs ou humides dans l'aire d'entraînement ou d'autres zones de déploiement. Les déchets solides doivent être déposés dans les poubelles du campement ou ramenés au secteur de l'unité pour élimination adéquate. Les matières dangereuses ou contaminées, par exemple les batteries, doivent être amenées à la section de récupération et élimination pour élimination adéquate. Les fils de communication et les barbelés concertina représentent aussi un danger pour les humains et les animaux dans l'aire d'entraînement s'ils ne sont pas ramassés après utilisation. Toutes les unités doivent séparer le carton, le bois et le métal du reste des déchets car ce sont des matériaux recyclables qui doivent être acheminés au site d'enfouissement du chemin Shirley. Les déchets provenant de l'entraînement au tir, comme les contenants de munitions, les munitions à blanc ou non utilisées et les douilles vides, doivent être ramassés et ramenés à l'entrepôt de munitions. Les unités qui procèdent à des travaux d'excavation, de coupe ou de terrassement aux fins d'entraînement doivent être conscientes que l'air peut contenir des munitions explosives non explosées. Toute personne qui en trouve doit le signaler immédiatement au poste de contrôle. Les unités doivent également être conscientes de leur position par rapport aux zones interdites avant de procéder à des travaux de terrassement. Il est interdit d'excaver à moins de 100 mètres d'un cours d'eau. Seul le poste de contrôle ou la section de l'environnement peuvent accorder une exception. Il faut aussi éviter d'excaver près des racines des arbres. Après l'entraînement, tous les trous doivent être remplis. Les déchets, la ferraille et les matières végétales ne doivent jamais servir de matériaux de remplissage, mais peuvent servir à protéger la surface de l'érosion. Au cours des travaux d'excavation, la couche arable doit être gardée à part des sous-couches moins fertiles pour pouvoir l'étendre en dernier. Elle servira à fertiliser la croissance des nouveaux végétaux. Une fois les travaux terminés, il faut redonner au site d'excavation sa pente initiale. Restaurer les conditions initiales d'un site d'excavation permet d'avoir de meilleures conditions pour les exercices de dissimulation, en plus de préserver l'efficacité de l'aire d'entraînement pour les années à venir. L'entraînement en contexte réaliste est la clé du succès d'une armée, et le camp Gagetown est une des bases d'entraînement les plus efficaces des forces canadiennes. Si l'on ne fait pas attention aux gestes qu'on pose, ce n'est pas seulement l'environnement qui s'en ressentira, mais aussi la santé et la sécurité des personnes et, en bout de ligne, la qualité de la formation militaire. Il est impossible, dans des conditions normales d'entraînement, d'éviter tous les dommages, mais chaque personne qui travaille à la base a néanmoins la responsabilité personnelle et légale de minimiser l'impact de ses actes. La seule façon de léguer un site de qualité aux militaires de demain, c'est de multiplier les efforts pour sensibiliser le personnel du camp Gagetown à l'environnement et de prévoir des stratégies pour garder les lieux en bon état.